Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, à savoir l'autisme. Et plus particulièrement de mon diagnostic d'autisme. Je vais organiser ma vidéo de cette manière. Alors dans un premier temps, je vais t'expliquer comment je suis arrivée à penser que j'étais probablement autiste, en parlant brièvement de mon enfance. Ensuite, je vais définir brièvement ce qu'est l'autisme. Enfin, je vous expliquerai comment se déroule le processus de diagnostic. Par contre, je tenais à faire un disclaimer. Je ne suis aucunement experte en la matière, donc si vous souhaitez approfondir vos recherches, vos connaissances, je vous invite à consulter ma barre d'infos dans laquelle se trouvent des sources d'informations. Donc, quel a été mon parcours? Plus particulièrement, comment ai-je compris que j'avais un fonctionnement différent des autres? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler de mon enfance de manière précise, car il se trouve que mes souvenirs sont très flous, et voilà. Ce que je peux seulement en dire, c'est que je faisais énormément d'efforts afin de m'intégrer à l'école, pour avoir des amis, tout simplement. Mais malheureusement, je me faisais quand même harceler, bien que j'essaye d'imiter les comportements des autres. Bien sûr, j'avais des amis, des copines plutôt, mais avec qui je ne me sentais pas à l'aise, car je devais toujours en fait imiter leur comportement pour qu'elles m'acceptent et qu'elles m'excluent pas du groupe en fait. Et c'était assez inconfortable, hein, je pense que vous l'imaginez que c'est inconfortable de devoir constamment jouer un rôle, quoi. Voilà. Et puis j'avais remarqué qu'elles étaient très à l'aise en société, que pour elles ça avait l'air d'être inné de parler avec les autres, en fait, les autres élèves, ce qui n'était absolument pas mon cas. Donc bien que j'essayais de m'intégrer en imitant les comportements des autres, je me faisais harceler et rejeter quand même. Finalement, je sentais bien que quelque chose me différenciait des autres, que j'avais un fonctionnement différent des autres, que j'avais pas la même perception de ce qui m'entoure, j'avais pas la même manière de penser que les autres. Mais ce qui m'a permis de vraiment toucher du doigt ce que je soupçonnais chez moi, c'est la lecture d'une autobiographie, notamment celle de Donna Williams, qui est une personne autiste, dont le livre s'intitule « Si on me touche, je n'existe plus ». Et j'avais été frappée en fait par des similitudes, des points en commun que j'avais avec cette personne. Je remarquais en fait que certains de ses comportements, je les avais aussi. Mais encore une fois, ce souvenir-là est très flou, donc le fait que j'ai lu ce livre-là plus jeune, c'est assez flou, je me rappelais pas exactement de ce qu'il y avait dans ce livre. C'est plus tard, en fait, notamment à la fac, que j'ai essayé de vraiment comprendre qui j'étais, et parce que je voyais bien, en fait, je souffrais en fait du fait d'être différente des autres. Je comprenais pas pourquoi j'avais certaines réactions, pourquoi j'agissais de telle ou telle manière. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à la psychologie en fait, tout simplement. Et en ayant fait énormément de recherches sur le sujet, sur toutes sortes de pathologies, voilà, je suis tombée à un moment donné sur le syndrome d'Asperger. Et là en fait c'était un peu une évidence, si on peut dire, puisque je me retrouvais énormément dans les témoignages des vidéos que je trouvais sur YouTube, ou des témoignages dans des blogs par exemple, etc. etc. Enfin voilà. Maintenant, je vais essayer de définir ce qu'est le syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'appellation syndrome d'Asperger a été abandonnée par le DSM-5, si je ne me trompe pas. Et on a regroupé toutes les formes d'autisme dans une seule catégorie, donc le trouble du spectre de l'autisme. Mais moi, je vais essayer plutôt là de vous expliquer quelles sont les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme. Eh bien, il s'agit, en quelques mots, de troubles de la communication sociale et des interactions sociales, ainsi que des comportements répétitifs
est restreint. On retrouve dans les troubles de la communication sociale et des interactions sociales des difficultés liées à l'approche sociale, notamment le fait d'aborder des gens, d'initier des conversations, de dire bonjour, etc., etc. Il y a également, en ce qui concerne l'autisme, un déficit de la réciprocité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour une personne autiste de se représenter l'état émotionnel d'une personne. Notamment, moi, pour parler de moi-même, ce qui est difficile, c'est en fait de comprendre quand quelqu'un va mal, par exemple, si la personne n'exprime pas clairement son mal-être. Si elle n'est pas en train de pleurer, ou si elle me dit pas oui, là je suis très très mal. Là, si on me dit pas ça, je ne comprends pas, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne l'autisme, nous avons en fait ce qui concerne les comportements répétitifs et restreints. Et ces comportements en fait désignent tout ce qui a trait à la répétition d'une activité ou d'un mouvement. Par exemple, en ce qui me concerne, je mange toujours le même plat tous les jours, les mêmes aliments, etc., etc. Enfin, quasiment tout le temps. Ça peut m'arriver de manger autre chose quand je mange chez des amis, par exemple. Mais les troubles du comportement restreint et répétitif désignent également une intolérance au changement. Il peut s'agir, par exemple, d'un changement de dernière minute, par exemple d'un horaire ou d'une salle de cours. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous donner, à vous raconter à propos de ça, justement. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la fac et j'ai entendu brièvement que le prochain cours allait être dans une autre fac, carrément. Et ça m'a mise dans une panique assez colossale, disons. Et j'étais assez paniquée, c'était horrible en fait, parce que j'ai dû demander aux gens, à des gens que je connaissais pas, où est-ce que se trouve cette salle, cette fac. Et l'anxiété sociale a fait en sorte que je n'ai pas totalement compris le message et du coup ça m'a encore plus fait paniquer. J'ai eu le courage de demander à des gens de me donner les renseignements. Voilà, mais comme je viens de le dire, l'anxiété sociale m'a empêché de comprendre les messages. J'ai dû envoyer un message, un SMS à une fille de ma classe qui me donne les cours, parce que j'ai du mal à noter les cours, j'arrive pas à noter les cours, voilà, bref, c'est un autre sujet. Et donc elle m'a donné, toutes les informations concernant la salle, la fac où se trouvait le cours. D'ailleurs, ce n'était pas un cours, c'était une exposition. Et donc, j'y suis allée avec 1 heure de retard, super. Toute paniquée et vraiment angoissée, et voilà. Donc voilà l'anecdote, je clôt l'anecdote. Je pense que vous avez compris. Voilà. Dans les comportements répétitifs et restreints, il y a également le fait de faire des mouvements à répétition. Par exemple, c'est le fait, de se balancer, de balancer son torse d'avant en arrière, chose que je fais moi-même. Ou se mordre les joues, par exemple, chose que je fais aussi moi-même. Voilà, ce genre de gestes répétés. Moi, quand je me balance d'avant en arrière de cette manière, c'est quand je suis en train de travailler ou quand je suis en train de parler avec quelqu'un et que je suis un peu passionnée par ce que je suis en train de raconter. Et encore une chose à savoir sur les comportements restreints sont les intérêts restreints. Qu'est-ce que sont les intérêts restreints? Il s'agit tout simplement, grosso modo, il s'agit du fait de passer énormément de temps dans une activité ou sur un sujet et d'avoir également du mal à passer d'une activité ou d'un sujet à un autre. C'est de rester focalisé, focus sur ce sujet en fait. Et c'est avoir du mal du coup à passer d'un sujet à un autre, comme je viens de le dire. Et par exemple, moi, quand je suis à fond sur un sujet et voilà, que mon attention est totalement focus sur ce sujet, eh bien, je vais avoir du mal à penser à manger, par exemple. Ce qui est très problématique. Hein. Pour en finir avec la définition de ce qu'est l'autisme,
je vais vous parler de l'hypersensibilité ainsi que de l'hyposensibilité. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité sensorielle notamment désigne une réaction négative, hautement négative à une stimulation sensorielle. Que ce soit au niveau du goût, du toucher, de l'odorat, etc., etc. Par exemple, moi j'ai énormément de mal, par exemple, dans le tramway, comment dire, genre pour moi c'est hyper très désagréable dans le tramway quand il y a énormément de monde et qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, mon cerveau est embrouillé et j'ai mal à la tête, c'est juste l'horreur, voilà. Je sais pas si c'est clair là, mais voilà, c'est à peu près ça en fait. C'est qu'en fait le bruit devient source de douleur en fait, clairement. Ou alors même les odeurs, parce que comme dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué que j'avais arrêté de fumer et donc je sentais mieux les odeurs, ce qui malheureusement faisait en sorte que je sentais plus les odeurs nauséabondes. Et ce qui est horrible pour moi, vraiment. Et l'hyposensibilité, c'est plutôt le contraire, c'est l'indifférence à une stimulation sensorielle. C'est par exemple être insensible à la douleur ou à la chaleur. Voilà, il me semble que j'en ai fini avec la définition, enfin j'en ai fini, je n'ai pas défini dans sa globalité, dans toute sa complexité ce qu'est l'autisme, hein. Mais je pense avoir terminé, enfin je pense avoir réussi à former, entre guillemets, une définition qui peut te permettre qui peut vous permettre de mieux cerner ce que c'est l'autisme. Si j'avais voulu développer dans son entièreté ce sujet, ça n'aurait pas été possible, la vidéo aurait duré une éternité. Si jamais vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce sujet, je t'invite à consulter ma barre d'infos dans laquelle je te fournis entre guillemets quelques pistes de recherche, donc c'est-à-dire des liens vers des vidéos, vers des sites et des lectures qui parlent très très bien de ce sujet. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que l'autisme c'est un sujet qui est très très vaste. Enfin, on parle d'un spectre de l'autisme, donc spectre sous-entend que c'est quelque chose de large et qu'il n'y a pas un modèle fixe. Maintenant, je vais te parler du processus de diagnostic. Tout d'abord, il faut savoir qu'il faut consulter un médecin ou un psychologue ou un psychiatre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, à qui il faudra donc expliquer le pourquoi du comment on pense qu'on est autiste. Et après cela, le médecin va écrire une lettre en fait qui sera destinée à un centre de ressources de l'autisme, CRA, ou encore d'autres centres experts en la matière. Donc il n'y a pas que le CRA qui existe, bien sûr. Le processus de diagnostic consiste en une évaluation multidisciplinaire, c'est-à-dire que plusieurs médecins vont évaluer le fonctionnement de la personne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le bilan fonctionnel, qui consiste à observer le fonctionnement de la personne, notamment observer les points faibles et les points forts du fonctionnement de la personne. En gros, c'est tout ce qui concerne la communication, les interactions sociales, cognition, émotion et sensorialité. Durant ce bilan fonctionnel, il y aura des examens de type orthophonie, donc ce sera pour observer en fait la manière dont la personne communique. Il y a également un examen psychologique qui sera fait par un psychologue qui vise en fait à évaluer la sévérité des troubles ainsi que de décrire les caractéristiques du développement de la personne.
Donc c'est tout ce qui concerne interaction, langage, attention, concentration, etc. etc. Je vais finir par ça, c'est que l'autisme peut être, et souvent surtout, associé à d'autres pathologies ou troubles. C'est ce qu'on appelle en fait des comorbidités. Par exemple, en ce qui me concerne, en plus d'avoir eu un diagnostic d'autisme, on a également détecté chez moi un trouble du spectre... On a détecté chez moi un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, ainsi que des troubles anxieux. Mais j'aurai l'occasion plus tard, dans d'autres vidéos, de vous expliquer en fait, quels sont ces troubles. Donc TDAH et les troubles anxieux. Si, bien sûr, ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Voilà, je pense en avoir terminé avec cette vidéo. J'espère que ça a été clair et que ça t'a intéressé, qu'elle a permis de te faire mieux comprendre ce que c'est l'autisme. Et si jamais tu penses que ça pourrait intéresser d'autres personnes, enfin surtout je pense que c'est important, ce serait intéressant que vous partagiez cette vidéo car malheureusement le sujet de l'autisme est très méconnu encore, et il y a encore beaucoup de gens qui ont une vision assez stéréotypée de ce que c'est l'autisme. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant que vous publiez, si vous voulez, cette vidéo. Et voilà, je tiens encore à le préciser, mais ma vidéo voilà, n'est pas... C'est un condensé entre guillemets de ce que c'est l'autisme, donc je n'ai pas la prétention à me dire experte en la matière. Donc encore une fois, je te dis, vous pouvez vous documenter grâce aux sources que j'ai mis dans la barre d'infos, et vous pouvez aussi approfondir. Vous pouvez trouver d'autres études, où il y a beaucoup d'études à ce sujet, donc je vous invite à découvrir toutes ces études si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo, donc voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.